Bienvenue dans Design Plus pour ce nouvel épisode de Design Plus Express. Cette série qui a duré tout l'été 2023 avec des nouveaux invités et 10 nouvelles questions. Dans ce nouvel et dernier épisode de cette saison estivale, je reçois Benjamin Ricci. Benjamin est facilitateur, il est formateur, il est aussi spécialiste en Lean UX. Je l'avais interviewé dans Design Plus en décembre 2021. Il était venu pour nous parler des méthodes Lego qu'il emploie dans ses ateliers avec des cas concrets. C'est un épisode très intéressant que je vous recommande, car pour ma part, j'avais découvert pas mal de nouveautés. Alors franchement, je vous encourage à l'écouter. Aujourd'hui, cet épisode est accessible aux abonnés premium de mon podcast. Et pour choisir votre forfait, je vous donne rendez-vous dans la description de cet épisode ou bien dans la description du podcast. Vous y trouverez le lien vers ma page Supercast. Et maintenant, voici les réponses de Benjamin. Question numéro 1. Cite-moi 3 mots qui définissent ton métier. Alors, j'y ai bien réfléchi, ou pas. Je dirais grain de folie. Grain de folie, ça fait 3 mots. Alors, plus sérieusement, je dirais facilitateur, adaptabilité et grain de folie. Question numéro 2. Pourquoi as-tu voulu devenir designer ? Alors, j'ai jamais voulu devenir designer. Je l'ai pas fait exprès. Je m'en suis rendu compte sur le tard. Parce qu'à l'époque, je travaillais dans une entreprise qui fabriquait des logiciels. Et mon boulot, c'était de faire de la démonstration de produit et de montrer à mon client que le logiciel pouvait s'adapter à son métier, à toutes les situations. Donc on avait une énorme et belle boîte à outils. C'est un outil CRM, gestion de relations clients. Et c'est un outil hautement paramétrable, mais difficile d'expliquer en très peu de temps que c'est hyper facile à utiliser. Donc moi, c'était mon boulot de vulgariser ça. Donc j'ai commencé à faire du design et de design d'expérience utilisateur sans vraiment savoir ce que c'était. Et puis après, je m'y suis intéressé. Et quand je suis devenu indépendant, j'ai découvert qu'il y avait des méthodologies. Donc méthodologie, toute la boîte à outils UX Design Method. J'ai été tapé dans les méthodologies comme les méthodes agiles, j'ai été tapé dans le Lean, les méthodes d'amélioration continue, j'ai été voir ce qui se passait dans les startups. Bref, j'étais assez curieux, assez gourmand, j'adore le conceptuel, j'adore la méthodologie. Aujourd'hui, mon boulot, c'est de vulgariser les approches pour mettre les outils des méthodos au service des clients pour arriver à un but qui est en général une amélioration significative dans leur métier, soit vers les clients, soit en interne par rapport aux collaborateurs. Donc voilà, moi ce qui m'intéressait, c'était vraiment de concevoir des choses, de co-concevoir, co-construire, même si c'est un peu galvaudé aujourd'hui, mais concevoir. Donc le mot design, designer, concepteur. Voilà, moi ça me plaît, je suis issu d'une formation ingénieur où aussi on concevait des outils logiciels. C'était mon but au départ. Et aujourd'hui, je suis très content d'être designer, mais dans le monde des services pour accompagner les gens. Question numéro 3. Pourrais-tu décrire ton métier sur 24 heures et comment tu t'organises ? Alors, je peux pas trop décrire ce qui se passe en 24 heures parce que ça change tout le temps. Moi, ma méthode pour m'organiser, c'est de regarder 1 semaine à 2 semaines. Qu'est-ce que je vais avoir ? Par exemple, une formation, un séminaire, un atelier. Et de me dire, qu'est-ce que je dois faire pour être au top lors de cette prestation client ? Qu'est-ce que je dois faire pour donner le meilleur moi-même et délivrer ce qu'attend aussi le client et d'embarquer aussi les gens avec qui on travaille. Et ça me permet de dire qu'est-ce que je dois faire pour ne pas me mettre en danger, pas mettre en danger ni en péril la mission. Donc je raisonne un petit peu comme ça, donc je raisonne pas à l'échelle de 24 heures, si ce n'est que sur 24 heures, je vais m'accorder des temps où je vais être vraiment... pour pouvoir être à 100% de ce que tu fais, d'être à 100% d'implication et de trouver ton flow. Si je vais parler avec des petits mots barbares, mais si tu as envie d'être dans le flow et de pouvoir vraiment être 100% de ce que tu fais, ou à 1000% pour certains, il faut aussi des temps où tu te déconnectes totalement et tu fais autre chose. Donc tu peux aller te balader dans un parc, tu peux faire ta passion, ton activité préférée, tu peux te vider la tête. Moi je vais aussi marcher en montagne, ça m'arrive très souvent, et quand il fait pas trop froid. Et du coup, avant par exemple un gros séminaire, quand je dis un gros séminaire, c'est par exemple avant un atelier, on va dire. Avant un atelier, ce que je fais en général, c'est que la veille, je m'accorde un petit temps entre 1 heure et 4 heures où je déconnecte totalement, je fais autre chose. Voilà. Et du coup, j'arrive l'esprit vraiment frais
et je suis serein et je suis dans de bonnes conditions. Donc sur les 24 heures, il y a une partie de préparation mentale et physique, on va dire, puis il y a une partie où on est dans l'acting, on délivre quelque chose, parce que mon boulot consiste à 80% à être présent avec des gens dans une salle pour pouvoir délivrer quelque chose par rapport à un atelier. Question numéro 4. Quelle est ta plus grande réussite en tant que designer ? Quelle est ta plus grande réussite ? Je dis souvent ma plus grande réussite, notamment quand on anime des ateliers, ça nous arrive assez souvent a priori, c'est quand le client à la fin il vient te voir et il te dit ah mais ça s'est hyper bien passé, en fait tout était fluide, tout était bien. À la rigueur, on n'aurait pas eu besoin de vous pour faciliter la séance, pour animer, parce qu'en fait c'était hyper fluide. Ben justement, c'était fluide parce que ça a été hyper bien préparé et ça a été délivré avec des séquences, une articulation qui fait sens et que ça a été préparé. Voilà. Et il y a aussi ce qui se passe dans un atelier, parce que mon boulot aujourd'hui c'est du design, mais c'est aussi d'animer ces ateliers-là. Et ce qui se passe, il y a une part d'improvisation qui ne se voit pas, de réajustement au fil de l'eau, parce qu'on protège le temps par rapport à un atelier qui va durer 3 heures, et on est forcément très ambitieux en général, ou notre client est très ambitieux, et on a du mal à tout caser, et notre boulot c'est de faire en sorte qu'on atterrisse, mais qu'on atterrisse dans de bonnes conditions, et qu'on ne frustre pas les gens, et qu'ils aient le sentiment d'avoir bien utilisé leur temps, qu'on ait produit quelque chose qui va leur être utile. Donc ma plus grande réussite, c'est quand c'est ce petit genre de réflexion, mais aussi ce qui me rend fier dans ce métier, c'est qu'à un moment donné, c'est d'arriver, par exemple, j'ai travaillé il y a quelques années avec une entreprise qui faisait des services web pour les pharmaciens, et je connaissais rien du tout à ce monde des pharmacies, et j'ai tout découvert, et le but du jeu, c'est d'absorber un maximum en un minimum de temps, et de pouvoir adapter complètement notre démarche par rapport au métier de ce type de client. Donc ça, c'est aussi une grande réussite, c'est cette adaptabilité et le fait que le client se sent compris, qu'on rentre en fait dans son vocabulaire aussi. Question numéro 5. Quels sont les freins les plus courants que tu rencontres et comment les combats-tu ? Alors, les freins les plus courants, moi aujourd'hui, alors sur le métier du design de conception, on est encore sur l'UX, le design d'expérience. Ok, c'est essentiellement du bon sens, quoi. Voilà, on va faire quelque chose d'intuitif, c'est essentiellement du bon sens. Voilà. Donc ça, c'est les freins qu'on rencontre toujours, à mon sens. Et moi, personnellement, plus particulièrement sur la partie animation de séquences d'ateliers, le frein que je rencontre, c'est que moi, j'essaie d'utiliser des outils, donc soit des séquences pédagogiques ludiques, soit j'utilise des supports, des outils qui sont différents. Donc par exemple, et tu le sais Laurent, puisqu'on a fait un podcast dessus sur les 5 usages de la brique professionnelle dans le design ou en entreprise, j'utilise des briques Lego. Donc c'est pas des parpaings, c'est des briques Lego. Et ça je peux vous dire que c'est pas sérieux. Pourtant, la méthode que j'utilise très souvent s'appelle Lego Serious Play. Donc Serious Play. Mais non. Pour certains commanditaires ou dirigeants, non, on va pas faire jouer les gens, c'est pas sérieux. Et il y a même des personnes qui nous disent ah non, mais les post-it, c'est bon, moi je joue pas avec les post-it, je suis là pour bosser, quoi. Voilà. Donc vous voyez, le support, l'artefact utilisé, il y a des freins en fait dessus, alors que ça va nous aider à mieux faire. Connais-tu Notion ? Personnellement, c'est l'application que j'utilise toute la journée, tous les jours, pour gérer le podcast, mais aussi pour une partie de ma vie privée. C'est à la fois mon espace de travail personnel, mais aussi celui que je partage avec les futurs interviewés pour préparer chaque épisode. Donc Notion, tu peux l'utiliser pour tous tes projets professionnels et personnels, en mode solo ou avec ton équipe. Et depuis quelques mois, Notion a intégré une IA, une intelligence artificielle. Tu peux lui poser directement tes questions sur tes documents, tes tableaux, tes projets et l'IA te répond. Il suffit juste de demander. L'IA t'aide à rédiger tes contenus. C'est terminé le syndrome de la page blanche. Laisse l'IA de Notion rédiger un premier jet pour toi. Bref, tu as un vrai rédacteur à tes côtés. Enfin, l'IA va parcourir tous tes documents en quelques minutes pour en extraire les points clés, faire des résumés et bien plus encore grâce au remplissage automatique.
Donc, plus besoin d'écrire une énième note de mise à jour sur l'avancement de tes projets. Et si tu te poses des questions sur tes données, Notion a déjà tout prévu. Les données restent privées et sécurisées. Le programme est conforme au RGPD et CCPA. Donc c'est un super atout pour avancer plus vite et mieux. Pour en savoir plus et essayer l'IA de Notion gratuitement, clique sur le lien qui se trouve dans la description. Question numéro 6. Qu'est-ce que tu lis ou qu'est-ce que tu regardes pour apprendre et progresser ? Alors je dirais qu'il y a quelques années, j'étais assez fan de tous les bouquins de méthodologie. Ça c'était une bonne source en fait pour en fait faire le parallèle entre ce que tu fais, ce que tu expérimentes et la théorie des personnes qui ont conçu telle ou telle approche ou telle méthode. Par exemple, Game Storming, c'est un livre qui est assez ancien. C'est assez riche parce que c'est comme un dictionnaire avec différents jeux, avec différents objectifs où tu peux un peu choisir ce que tu veux, ça donne une palette. Donc c'est un peu comme une espèce de bible, voilà. Ça c'est intéressant. Aujourd'hui, je lis plus trop de bouquins, je regarde pas trop de vidéos sur les méthodologies ou sur apprendre à progresser. Ce qui me fait progresser aujourd'hui, ce que je recherche, c'est d'aller dans mon réseau, ou au fil des rencontres, ou le réseau de mon réseau, c'est de discuter avec des gens et de leur demander ce qu'ils font, comment ils le font, c'est d'absorber du retour d'expérience. Donc c'est ça, en fait, ma veille. Comment je progresse ? J'essaie de documenter sur différents métiers, différentes personnes, différentes approches, retour d'expérience, des REX. Et ça, c'est assez génial, parce qu'après, on peut en parler autour de nous. Donc il y a nos propres REX qu'on a, nous. Il y a des REX assez connus, comme dans le design thinking, General Electric avec sa machine IRM, où ils ont bâti une expérience pour les enfants dans un hôpital pour enfants, pour que l'enfant ne bouge le moins possible au moment de l'IRM. Donc ça c'est assez connu. Et puis je vais aller chercher chez des personnes leur retour d'expérience dans des conditions réelles du vécu dans leur organisation. Question numéro 7. Dans tes interventions, comment tu repères le bullshit du vrai ? Alors, comment dire ? En fait, je repère pas. Moi, je suis quelqu'un d'assez crédule, je crois ce qu'on me dit, et je fais confiance à mon interlocuteur ou mes interlocuteurs. Alors, avec le temps, l'expérience, ce qu'on peut repérer, c'est que par exemple, la personne vous explique qu'elle a tel problème, qu'elle vient vous chercher pour telle raison, qu'elle a besoin d'une personne ou d'une compétence pour faire ça, et elle vous donne en fait une justification, un pourquoi elle veut le faire. Et avec l'expérience, vous pouvez vous douter s'il n'y a pas des objectifs sous-jacents qui sont souvent liés à des problèmes d'organisation, de management ou de communication interne. Question numéro 8. Donne-moi un secret sur ton métier que personne ne sait. Ah, alors là, je sèche parce que j'ai pas vraiment de secret sur mon métier. Alors je dirais que pour ceux qui ont vu le film Kung Fu Panda, le papa adoptif de Kung Fu Panda qui est une oie, tout le monde croit qu'il a un ingrédient secret. Et en fait, il révèle à son fils à un moment l'ingrédient secret parce que son fils veut devenir le guerrier dragon et croit que c'est un fameux parchemin qui va l'aider à devenir le guerrier dragon. Et en fait, son père lui révèle que l'ingrédient secret, c'est qu'il n'y en a pas. Alors, je vais quand même vous faire un petit ingrédient secret. Je vais quand même vous donner un petit peu quelque chose sur cette réponse parce que sinon, ça va être un peu frustrant peut-être. Je dirais que aujourd'hui, je donne pas tout de suite. Donc j'en garde sous le pied, je garde des atouts dans ma manche. Et c'est super bon parce que à un moment donné, par exemple, on prépare un atelier, une séance de conception, une séance de brainstorming, une séance créative. Et puis le client pose une question en disant non mais là il y a un truc qui va pas. Et là je peux dégainer en fait, au lieu de lui dire voilà on va faire comme ça, je préfère qu'on construise ensemble, on écoute. Et ensuite, ce que j'avais pensé qui me paraissait pertinent, hop, je peux le placer au bon moment si je m'aperçois que ça fait sens. Donc c'est toujours en garder sous le pied. Et c'est pareil dans l'animation des ateliers. C'est toujours être capable de rebondir et finalement d'embarquer les gens avec soi. Voilà. Donc ingrédient secret, pensez au papa adoptif du guerrier dragon Kung Fu Panda. Pour ceux qui ont la référence, et pour ceux qui l'ont pas, je vous invite à aller revoir le film.
Question numéro 9. Penses-tu que les IA, les intelligences artificielles, pourraient révolutionner nos métiers et ou modifier certaines de nos pratiques? Alors je pense que c'est déjà le cas. Par contre, c'est pas un sujet sur lequel je vais essayer de me positionner. Je pense que je vais laisser venir sur les IA. Et je pense qu'il y a du bon à prendre, hein. Bien sûr, il y a du bon à prendre, mais il y a aussi des inquiétudes parce que moi j'ai discuté avec des traducteurs aujourd'hui. Il y a des traductions, par exemple, les notices de médicaments. Globalement, on peut les faire traduire, ça marche à 90-99% avec les IA. Mais il y a aussi d'autres types de traductions qui nécessitent toujours un regard et un recul, une compréhension humaine. Donc voilà, donc moi je me fais pas trop de soucis parce que sur la partie de facilitateur, de formateur, je vois pas à un moment donné comment les IA vont forcément remplacer les choses. C'est clair que on pourra se servir et contribuer. Alors j'ai une petite anecdote très récente qui date d'il y a 2 jours. J'étais en formation, un cabinet de conseil interne à une grande banque. Et puis dans la salle, il y avait des personnes plutôt de 35, 40, 45, 50 ans, un peu expérimentées de la bouteille. Puis on avait aussi une personne de 27 ans qui était beaucoup plus jeune, mais quand même expérimentée. Et à un moment donné, je leur explique de trois techniques de brainstorming, notamment le brainstorming sous contrainte, pour dépasser les premières idées classiques et pousser en fait à des idées notamment un peu plus extrêmes, un peu plus loufoques ou des choses comme ça. Et à un moment, il n'avait pas parlé du tout de toute la séance, et la personne me dit, mais est-ce que tu as déjà utilisé ChatGPT pour faire du brainstorming? Donc je leur avais posé une question sur un exercice un peu trivial, on va dire, et il me fait, est-ce que tu l'as déjà fait? Donc je dis, bah non, mais par contre, ça m'intéresse de savoir ce que ça donne. Et il m'a dit, bah je viens de le faire. Parce que je le voyais pianoter, je dis, ouais, lui il écoute pas trop. Non, en fait, il est en train de pianoter, d'expérimenter. Et il l'a fait, et il nous a donné les résultats. Et il a dit, bah en fait, ça s'apparente sur toute la première vague de brainstorming avec l'idéation libre, où on sort les premières idées un peu convenues par rapport à la problématique posée. Elle m'a dit, ça a bien marché. Par contre, dès qu'on allait en fait sur des idées qui étaient beaucoup moins conventionnelles, là effectivement, peut-être qu'il fallait un peu tweaker l'application ChatGPT. Voilà pour la petite anecdote. Donc ça peut contribuer. Je pense qu'on peut l'inclure dans les réflexions, dans les travaux. Moi je m'y fierais pas à tous les coups en tout cas, mais ça reste assez bluffant, hein, ce que les IA font. Notamment moi je m'intéresse à tout ce qui est retouche photo. Dans le monde de la retouche photographique, c'est assez bluffant ce qui est capable de faire une IA pour remplacer un ciel un peu banal par un ciel magique. Question numéro 10. Pour toi aujourd'hui, en tant que designer, quel est ton plus grand défi? Alors j'ai 2 défis, je dirais. On se heurte toujours à la même chose. Oui, le design. Ah, ok, t'es dans le design. Donc, soit on te dit que tu fais du graphisme, de l'illustration, etc. Et c'est un métier, un designer graphique. Soit on pense que tu fais des tables et des chaises. Voilà. Donc le design est encore réduit à ça. Et on est toujours sur cette ambiguïté entre le design esthétique et la conception du fonctionnel. Voilà. Et qu'il nous faut les deux, bien sûr. Donc, le deuxième défi auquel je me heurte aujourd'hui, c'est de passer d'un métier de designer à un métier où je vais accompagner les entreprises, notamment dans le secteur de la santé, médico-social. Je vais accompagner sur du design de service, sur comment mieux accompagner les gens, notamment les personnes vulnérables, comment définir de nouvelles offres, comment pousser des nouveaux services qui font sens dans un contexte où on a des collaborateurs potentiellement aussi en souffrance, on a un contexte de financement des activités de santé qui est compliqué. Donc mon défi aujourd'hui, c'est plutôt de faire comprendre à des gens que je rencontre et des futurs clients comment je peux les aider ou pourquoi ils feraient appel à moi. Et donc c'est d'être dans leur champ lexical. Et récemment j'ai animé un séminaire et jamais la personne n'a dit bah voilà, je vous présente Benjamin, notre facilitateur pour le séminaire. Elle disait voilà, je vous présente Benjamin, ça va être la personne qui va nous aider pour l'animation du séminaire. Donc j'étais animateur de séminaire et c'était très bien parce qu'en fait tout le monde comprenait. Et je pense que c'est aussi le plus grand défi en tant que designer, c'est de s'adapter au vocabulaire et au champ lexical, et bien sûr au métier des gens qui s'adressent, donc les clients, et bien sûr de l'utilisateur final. On ne l'a pas oublié, puisque c'est l'essence même de ce qu'on fait a priori. Voilà, je vous remercie beaucoup, je remercie Laurent de m'avoir laissé une petite tribune.
C'est toujours un plaisir de dialoguer avec lui, j'adore son enthousiasme. Et puis j'espère que ce podcast multi-interview va vraiment vous aider, va être aussi inspirant. Et je vous souhaite très bon vent et une très bonne suite. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode de Design Plus Express 2023. J'ai été très content de passer cet été avec vous. J'espère que toute cette saison estivale vous a plu et que vous avez trouvé beaucoup d'inspiration grâce aux 8 invités que vous avez certainement écoutés. D'ailleurs, je voudrais remercier ces 8 invités qui m'ont permis de réaliser cette série. Il y a eu David Marbach, Enora Guilleux, Jérémy Cohen, Mathilde Bermond, David Jeanne, Aurore Diesma et Benjamin Ritchie. Avec la rentrée qui approche, je vais reprendre le cycle des interviews longues. Je vais recevoir des nouveaux invités avec des sujets très intéressants. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour écouter un nouvel épisode de Design Plus. À bientôt. Salut.